Bonjour, bienvenue au podcast de Bulletin sportif. Merci d'être là. Écoutez, grosse fin de semaine de hockey. Donc, évidemment, on va parler beaucoup de hockey collégial. On a fini les quarts de finale chez les gars en D1. On a fini les demi-finales chez les filles. Ça a été toutes sortes d'événements, des moments très forts, des équipes qui ont sacré des claques à d'autres, je ne dirais pas qu'on a eu des surprises, on n'a pas vraiment eu de surprises, ceci étant dit, mais on a eu du très bon hockey, des bons matchs et évidemment des belles performances. On va en parler en long et en large. Évidemment, du côté masculin, on va parler de tout ça avec Denzel Carigueya et Tristan Mack. Je vous invite également à rester là parce qu'avec Léa McIntyre, on parle de ce qui s'est passé chez les filles. Évidemment, on met la table pour les demi-finales qui s'en viennent chez les gars. Chez les filles, on met la table pour la finale qui s'en vient entre le Titan et les Highlanders. Et on termine le tout avec une entrevue en compagnie de Manon Le Scodan, joueuse des Highlanders de John Abbott, qui a été la meilleure pointeuse cette saison dans la Ligue collégiale Division 1 féminine. Donc, je vous invite à rester avec nous, regarder tout ça, du hockey et en masse de hockey. Restez là. OK, collégial masculin avec nos deux amis, Denzel Carigueya et Tristan Mack. Messieurs, bonjour. Salutations à vous deux. Bon, ben écoute, ça aurait pu, mais au moment où on se parle, la fin de semaine a fait son travail. Les quatre équipes favorites, les quatre équipes qui ont terminé numéro 1, 2, 3 et 4 au classement, se sont qualifiées pour les demi-finales. Des scénarios un peu différents d'une place à l'autre, mais aucune série s'est rendue en 5. N'empêche, on va passer à travers ce qui s'est passé durant les quarts de finale. On va mettre la table pour ce qui s'en vient pour les demi. Je vais commencer tout de suite avec le match qui avait lieu jeudi dernier, qui était le match numéro 3 entre Alma et Sorel-Tracy. À ce moment-là, Sorel-Tracy menait 2-0. Sincèrement, une domination de Sorel dans cette série-là jusqu'à maintenant. Et ça n'a pas été bien différent dans le match numéro 3. Une victoire de 8-2 des Rebelles. Franchement, la série Sorel-Alma, ça n'a même pas passé proche d'être serré. C'est des 6-1, 5-0 et 8-2. Franchement, là, Sorel a passé la gratte, comme dirait l'autre. Oui, absolument. Moi, je m'attendais à ce que ça soit une série plus serrée. Je pense que c'est ce que tout le monde envisageait. Alma avait pourtant des très bons morceaux avec Frenette dans les filets, avec Olivier Talbot, Flageol et compagnie de ce monde. Mais il faut donner crédit aux Rebelles là, qui ont joué toute une série de hockey. Je pense notamment à Léo Saint-Michel qui vraiment là, a laissé sa marque. Et ce qui est formidable du côté des Rebelles, là, on parle d'un triple égalité au premier rang des pointeurs dans la même équipe, avec 7 points chacun pour 3 joueurs. Je pense à Elia Arsenault-Roland, Léo Saint-Michel et le troisième. Donovan Côté, c'est ça, merci. Sont 3 joueurs à avoir accumulé 7 points en 3 matchs. Là. Donc ça veut dire que vraiment, les joueurs se sont imposés. En plus, tu as un des meilleurs gardiens de but recrues du circuit devant le filet. Quand la défensive ne donne absolument rien, puis que les attaquants se présentent et que le gardien n'a pas grand-chose à arrêter, ça rend le travail plus facile. Et quand on regarde le chapitre des tirs au but, là, 13-6 en deuxième, 15-4 en troisième dans le match numéro 3. C'est là qu'on voit à quel point que les Rebelles ne voulaient qu'éliminer les Janois et éviter un match numéro 4 au centre Mario Tremblay et éviter un voyage de 6, 7, 8 heures d'autobus. Là. Donc, je pense que c'est mission accomplie du côté des Rebelles, mais là, ils n'auront pas une tâche facile pour la demi-finale, ceci dit.
Non, absolument. Denzel, je ne sais pas comment tu as vu justement cette. En fait, je ne sais pas ce qu'il y avait à voir tant à suranalyser de ça, mais n'empêche, il y a un niveau de domination qui est à souligner. Ce n'est pas juste se dire ils ont gagné parce qu'ils étaient favoris. Il y a un niveau de domination qui est important. Je ne sais pas à quel point c'est un message que ça en lance à tout le monde. Comment tu as vu ça, Denzel? Moi, je pense qu'on a lancé un message qui est assez fort à toutes les autres équipes de la Ligue. Juste de voir les rebelles continuer d'appuyer sur l'accélérateur dans le match numéro 3. Même si on avait une avance confortable en fin de match, on a continué à travailler fort. On a été dans le visage d'Alma pendant les 3 matchs. Puis quand on regarde ces 3 rencontres-là, c'est quand même 17-3 quand on combine ces 3 résultats-là. On a accordé seulement 3 buts en 3 matchs. Ça parle de l'effort qui a été mis en place défensivement parce qu'on sait qu'on a une excellente attaque du côté de Sorel. On a perdu un morceau important à la défensive en Émile Dubois qui a progressé dans la LHJMQ. C'est lui un peu le corps arrière de cette défensive-là en tant que défenseur recru. Mais on semble avoir trouvé des combinaisons en défensive qui fonctionnent très bien. On a une équipe qui arrive à maturité. On va jouer contre St. Lawrence, une équipe contre qui on a quand même connu des matchs assez serrés. Je pense que cette préparation face à Alma va avoir été bénéfique pour la formation d'Éric Messier. On arrive certainement gonflé à bloc. On est en mission. Nos meilleurs joueurs font le travail. Donc, tout baigne dans l'huile du côté de Sorel Tracy. Maintenant, reste à voir si on sera en mesure de redoubler d'efforts en demi-finale parce que ça va être une tâche assez lourde qui les attend. Ben, c'est clair que l'équipe est en mission parce que la semaine passée, j'ai reçu Léo Saint-Michel en entrevue. Puis Léo Saint-Michel, bon, vétéran, et c'est ce qu'il mentionnait. On est un groupe de vétérans. Les gars savent où est-ce qu'ils sont rendus. Ils ont perdu en première ronde les premières années, les dernières années, en fait. Et puis, c'est une équipe là, qui sent qu'elle est capable là, d'aller chercher les grands honneurs cette année. Donc, il y a un niveau de confiance qui est là, mais en même temps, je pense qu'on veut justement s'assurer d'être à notre top, puis on l'a prouvé là, justement en gardant le pied sur l'accélérateur. Ça va être intéressant de voir, puis on va en parler tout à l'heure là, parce que les demi-finales, ça va être un autre niveau. Je veux qu'on parle. Champlain-Saint Lawrence qui a battu en 3 l'Outaouais. Au premier match, Champlain-Saint Lawrence avait gagné 6-1, une victoire sans équivoque. Deuxième match, par contre, Outaouais aurait pu le gagner. Ça finit 3-2. Et troisième match, encore une fois, Outaouais menait 2-1. Ça finit 3-2. Finalement, c'est une série qui se termine en 3, mais c'est probablement la série la plus serrée des 4 qu'on a eues dans la ronde quart de finale. Denzel, qu'est-ce que tu as vu de ça, étant donné que tu as vu ça d'assez proche? Honnêtement, les matchs numéro 2 et numéro 3 qui auraient pu tomber de peu importe les côtés, je pense que les Griffons ont su vraiment rebondir après avoir connu un match numéro 1, à oublier certainement l'un des pires matchs dans l'histoire du programme. Mais au final, on arrive à jouer contre une équipe de Champlain-Saint Lawrence, une équipe aguerrie dans des matchs numéro 2 et numéro 3. Est-ce qu'on a repris les devants 2-1, il faut le rappeler, dans ces 2 parties-là. On échappe l'avance cependant à 2 reprises. Mais il faut dire que la logique a été respectée dans cette série. On a vu les joueurs importants de St. Lawrence faire la différence au moment opportun. Je pense notamment à Benjamin Chabot dans le numéro 3. Ça avait été un joueur qui avait été un peu plus discret, n'avait pas été en mesure de toucher la cible depuis le début de la série, mais il a été en mesure d'inscrire un doublé lors du match numéro 3. Ça a été une performance très intéressante du côté des Griffons pour Christopher Talbot. C'est des joueurs qui ont occupé un rôle important. On a perdu des joueurs au combat au fil des séries. On a perdu le capitaine Mathis Paris, le joueur à l'offensive, Pierre-Olivier Gagnon. Donc, on avait une équipe qui était jeune, mais pour St. Lawrence, je pense qu'on a su trouver la manière de gagner ces matchs-là à chaque fois, ce qui donne place à une demi-finale face à Sorel Tracy. Potentiellement une série qui va être assurée encore une fois. On a assisté à des matchs très intéressants entre ces 2 formations-là. On va y revenir certainement. Mais pour en revenir à la série entre St. Lawrence et l'Outaouais, je pense que du côté de l'Outaouais, on va avoir Batsy en expérience. On avait l'équipe la plus jeune du circuit en débutant l'année. Donc, ces joueurs-là qui vont grandir avec ces matchs-là, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces parties-là. On voudrait prendre l'exemple de St. Lawrence qui, l'année passée, avait une équipe qui avait été un peu malmenée en quart de finale face à Alma. Cette fois-ci, on a raison des Griffons. Je pense qu'il y a de l'excellent travail qui a été effectué par Pierre-Cédric Labrie qui leur a quand même limité l'Outaouais à quelques chances de marquer sans pour autant flancher dans les moments importants. Oui, absolument. Puis du côté de Champlain-Saint Lawrence, là, 2 joueurs qui m'impressionnent aussi depuis le début des séries. Mathias Loisel, l'ancien des Oursons de PML, qui connaît d'excellentes séries actuellement.
avec ses 5 points en 3 matchs. Puis, il y a un joueur duquel on ne parle pas beaucoup depuis le temps des fêtes, qui semble être un petit peu passé dans l'ombre des arrivées de Fillon et compagnie de ce monde partout à travers la Ligue. C'est Tristan Giroux. Tristan Giroux, je ne dis pas ça parce qu'il porte le même prénom que moi, là. Il jouait dans la LSGMQ du côté de Sherbrooke. Et depuis son arrivée avec les Filons, avec les Lions, c'est quasiment point par match en saison régulière. On parle d'une fiche de 12 points en 13 matchs. En séries éliminatoires actuellement, 4 points en 3 matchs. Cette arrivée-là semble être venue de nulle part là, pour Champlain-Saint-Laurent. Et ça semble être un atout de taille pour la formation de Pierre-Cédric Labrie, qui rôde vraiment son équipe au quart de tour. On voit des joueurs là, prendre de plus en plus d'aisance. Je pense notamment à Mongeon, à Fauchon, Quentin Bolduc. C'est vraiment une équipe qui est en pleine maturité, qui veut gagner cette année. Et j'ai bien aimé ce que j'ai vu dans leur série contre les Griffons, à qui il faut donner crédit. La formation là, de Maxime Villeneuve-Ménard, qui a fait tout un travail pour donner un bon niveau d'adversité au Lyon lors de la quart de finale. Non, effectivement, les Griffons qui ont donné du bon hockey, puis mes prédictions ne sont pas bonnes, c'est correct, mais j'avais prévu que les Griffons allaient être possiblement une des équipes qui allait pouvoir surprendre. Puis non, effectivement, le résultat final n'est pas surprenant en ce sens qu'ils ont perdu, mais la qualité de l'opposition, franchement, on aurait pu très bien se retrouver avec une série à 2-1 en faveur des Griffons après la fin de semaine. Donc, non, il faut lever notre chapeau, là, cette équipe-là qui a bataillé. Et je pense on ne répétera pas assez souvent à quel point Mathis Lafontaine a été extraordinaire. Extraordinaire. Oui, le premier match a été difficile, mais encore après ça, il est revenu avec des performances magnifiques, garder son équipe toujours dans le match, mais malgré tout, on ne sentait pas qu'il y avait... Oui, il gardait très, très bien les buts, c'était le meilleur joueur, c'est correct, mais en même temps, on avait une structure, il fallait que les Lions se battent pour aller chercher leurs buts et créer leurs opportunités. Donc, franchement, là, du beau hockey, puis ça prépare sûrement les Lions à autre chose en troisième ronde, mais leur deuxième ronde. Troisième série dont il faut parler, évidemment, les Filons du cégep de Tedford contre les Nordiques du collège Lionel Groux. Les Filons qui ont eu un début de série, disons, ça tournait carré un peu. Ça a commencé avec une victoire de 3-1, une défaite de 3-1. Le duo Thériault et Théoret là, qui ont été très solides pour les Nordiques. Franchement, on voyait cette équipe-là donner vraiment de la misère aux Filons. Puis c'était difficile de comprendre comment ça se fait que les Filons avaient de la misère à repartir comme ça, mais la logique s'est replacée. Les Filons ont probablement joué leur meilleur des 4 matchs de la série lors du troisième, leur victoire de 5-2. Puis finalement, on a clore le débat dimanche, justement, avec une autre victoire. Fait qu'ils ont gagné cette série-là, les Filons. À quel point on reste avec des points d'interrogation ou si, franchement, les 2 derniers matchs sont suffisants pour nous convaincre que les Filons sont revenus sur leur rail habituel. Là. Tristan, comment tu vois ça? Moi, de mon côté, j'ai mis le niveau d'opposition au Nordique. Par contre, j'aurais aimé voir certains ajustements au niveau du système de jeu là, par rapport aux sorties de zone des Filons. Bref, il y avait certaines technicalités là, dans les matchs qui faisaient en sorte que les Filons étaient en mesure de bien exécuter leur système de jeu habituel en sortie territoire et autres. Là. Quand on regarde le match de manière plus détaillée, disons-le comme ça. Ceci dit, chapeau aux Filons, ils ont connu une bonne série, mais il me reste encore des points d'interrogation. Je ne suis pas encore convaincu à 200% avec le petit échantillonnage de séries éliminatoires qu'on a des Filons. Par contre, le gardien de but Medina n'est pas à négliger. Dufour n'est pas à négliger. Les joueurs ne sont pas à négliger du côté des Filons du cégep de Thetford Mines. Martin Bernard et Stéphane Fizet, je suis convaincu qu'ils sauront comment bien ajuster
leur équipe pour la prochaine ronde. Du côté des Nordiques, chapeau à Théoret, Thériault, Lebeau et Chicoine qui ont vraiment là, fait tout un travail dans cette série-là. Jérémy Leduc aussi, je pense que la formation de Charles Dupéry n'a pas à rougir de sa performance. Ça a été une bonne série. Les Filons ont tout simplement été excellents lors des 2 derniers matchs. Ils ont été en mesure de capitaliser pour aller chercher la série. Mais ceci étant dit, là, les Nordiques n'ont pas à rougir de leur performance. Ils ont quand même eu là, une bonne série. Ça a été intéressant. Puis, je fais une parenthèse par rapport aux foules dans cette série-là. C'était absolument fantastique de voir la quantité de personnes qui se sont déplacées pour aller voir les matchs autant à Blainville que du côté de Thetford Mines. Du côté de Blainville, on parle de foule de 250 personnes à 450-500 personnes qui ont été à la petite aréna de Blainville pour aller voir les matchs des Nordiques. Et à Thetford Mines, à l'aréna, au Centre Renaud-Fournier, 615 partisans qui étaient présents. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire pour la Ligue, pour les organisations. Par contre, je sais qu'à Thetford, il n'y a pas grand-chose à faire à part le hockey, là. Mais pareil, c'est quand même 615 personnes qui ont été voir du hockey au Centre Renaud-Fournier. Donc, bravo aux gens d'encourager le hockey collégial. Continuez à le faire. Allez voir les matchs partout dans la Ligue parce qu'honnêtement, les demi-finales desquelles on va parler dans 5 minutes vont vous offrir un spectacle absolument fantastique pour au moins les 2 prochaines semaines. Ah, ça, écoute, tu peux pas mieux dire, effectivement. Le spectacle va être excellent, mais oui, il faut continuer de voir notre monde aller encourager, puis plus ça encourage, mieux c'est. Denzel, tu as vu quoi justement de cette série-là? Est-ce que tu as été convaincu justement par la fin de série là, des Filons? De mon côté, je pense que les Filons ont joué leur meilleur hockey au meilleur moment. On savait que le match numéro 3 est un match point de bascule dans cette série-là. Puis on a vu des joueurs se lever, on a vu une performance de Thomas Gauthier, 2 buts, une passe dans cette rencontre-là. Puis on avait besoin de ce support à l'offensive. On sait qu'on a d'excellents joueurs, les Aubert, les Dufour et j'en passe, mais Thomas Gauthier qui a vraiment levé son jeu d'un cran. Et on va avoir besoin de cette unité à l'offensive du côté de Thetford au fil des séries. Et je pense que de voir une équipe comme ça qui arrive à maturité, continue à trouver une manière de gagner des matchs, même si on a un gardien recru devant le filet, ça n'a pas paru au fil de la série, ça a potentiellement été le joueur le plus important de la formation de Martin Bernard. Donc ça laisse place à une demi-finale face au Boomerang qui va être très intéressante. J'ai effectivement bien aimé la foule comme d'habitude au Centre Renaud-Fournier. Je pense que c'est un élément qui peut vraiment venir déranger l'adversaire. On sent qu'il y a une culture qui a été inculquée dans la grande famille des Filons du cégep de Thetford et je pense qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent prendre exemple de ce programme-là, de l'excellent travail qui a été effectué du côté dans les rangettes. Et sur la surface glacée, c'est la même chose. On voit cette culture-là, les célébrations avec les partisans. Je pense que du côté de Thetford, on fait de bonnes choses. Et au niveau du hockey, on a été en mesure de trouver une manière de battre cette formation des Nordiques. Du côté de Lionel Groulx, on ferme un chapitre très important dans le programme. Je pense que l'apport qu'aura eu des Benjamin Brassard, des Théoret, des Thériault, des Leduc, des Chicoine, je pense que c'est des joueurs qui vont avoir marqué la petite histoire du programme des Nordiques, mais en même temps, on a tellement bien joué dans les circonstances qu'il faut lever notre chapeau aux Nordiques, comme l'a mentionné Tristan. Yes, et oui, effectivement, bravo. Puis il y a eu des hauts et des bas toute la saison pour les Nordiques, mais de les voir au moins finir avec la tête haute comme ça, c'était bon signe, c'était très bien. Dernière des 4 confrontations en quart de finale, le Boomerang d'André Laurando qui se mesurait au Dragon de la Flèche. Le Boomerang a amorcé cette série-là en puissance, en domination. Malgré tout, malgré le fait que l'équipe a été encore extrêmement solide dans le match numéro 3, ce sont quand même les Dragons qui ont gagné. Et on s'est retrouvé avec un match numéro 4 dimanche où probablement que c'est le match qui a été le plus serré en termes de déroulement de rencontre tout le long, au-delà du pointage. Là, comme déroulement de rencontre, ça a probablement été le match le plus serré. La Flèche n'est pas passée très loin de forcer un match ultime, mais finalement, au final, justement, c'est le Boomerang qui finit par l'emporter 6-4, une belle victoire.
qui les qualifie pour la demi-finale. Tristan, justement, parle-nous de cette performance en général dans le quart de finale là, pour le Boomerang. Honnêtement, le Boomerang s'est très bien imposé contre les Dragons du Collège de la Flèche, particulièrement dans les 2 premiers matchs. Là, ça a été vraiment là, de très grandes performances de la part de la formation d'Alexandre Ardenneau. On parle d'un jeu robuste, physique, dans les coins de patinoire, les batailles territoriales. Les joueurs ont mis le pied sur la pédale d'accélérateur. C'était vraiment là, c'était plaisant à voir. Le match numéro 3 aussi, quand même, ce qui est étonnant, le Boomerang avait quand même joué un très bon match cette journée-là. Oh oui. Le pointage n'indique pas l'allure de la rencontre. La formation d'Alexandre Ardenneau aurait certainement souhaité avoir plus de buts de son côté. Il y a eu certaines erreurs qui ont coûté malheureusement le match. Je pense notamment à une sortie d'Alexandre Bellemare dans un coin de patinoire là, qui, ça a été une petite bourde, mais sans plus. Mais là, à part de ça, n'eût été des petites erreurs à gauche et à droite, on ne le saura jamais, mais peut-être que le Boomerang aurait sorti les Dragons en 3 matchs. Ceci étant du passé, le match numéro 4, le Boomerang a joué avec le feu, mais pas à peu près. Beaucoup trop de pénalités. Honnêtement, ça, c'est pas pardonnable. Avoir autant de pénalités en séries éliminatoires. Puis quand on regarde les punitions, bon, trébucher, obstruction, 2 fois retarder le jeu. J'essaie encore de comprendre la première punition d'avoir retardé le match. La deuxième, bon, c'est un des joueurs qui avait mis sa main sur la rondelle. Donc, ça c'est un appel automatique. Là. Mais à part de ça, le Boomerang s'est vraiment imposé. Chapeau à Samuel Dion, qui a connu toute une série. Un joueur vraiment là, dangereux pour l'adversaire. Le type de joueur que les autres équipes ont dit, bon, lui, le petit numéro 10 là, du Boomerang, on voudrait l'avoir dans notre plume, on n'aimerait pas ça l'affronter. Ça a été la même chose pour Samuel Kimmerly. Honnêtement, je me rappelais d'avoir vu Samuel Kimmerly avec les Griffons et de l'avoir vu jouer, je me suis dit, OK, c'est un bon défenseur, il est grand, il est gros, il patine, il frappe, il protège sa rondelle, mais il semble être en mission pour sa dernière année de hockey collégial. Il veut gagner cette année comme tous ses autres coéquipiers. Il donne l'exemple et performance de 3 points lors du match numéro 4. Il s'impose, protège sa rondelle, il joue toute une série. Et du côté du Boomerang, c'est vraiment une affaire d'équipe qui se passe actuellement. On sait dans le match numéro 3, Lou-Olivier Charland n'avait pas pris part à la rencontre ainsi qu'Alexis Pilon en raison d'une blessure. Dans le match numéro 4, Charland n'a pas joué non plus. Puis on parle d'un des très bons joueurs du Boomerang. Là. Et le Boomerang a été en mesure là, de lever son niveau de jeu d'un cran et de s'en sortir malgré certaines absences. Donc, chapeau à la formation d'Alexandre Ardenneau. Du côté des Dragons, il ne faut pas le négliger. Une tonne de blessés en fin d'année. Ils étaient à court d'effectifs, malheureusement, pour la formation de Vincent Dumont. On parle de près de 7 joueurs blessés en série. C'est énorme. C'est énorme. Mais il y a certains joueurs qui n'ont pas à rougir de leur performance. Je pense notamment à Malik Lafrance, à Sheldon Lafleur. Ces joueurs-là, là, Marek Doucet et autres. Certains d'entre eux. Oui, O'Grady, merci de me l'avoir rappelé. Ceux-ci n'ont pas à rougir de leur performance non plus. Et je pense qu'avec certains ajouts que Vincent Dumont aura fait pendant la période de recrutement en vue de la saison 24-25, je pense que les Dragons ont quand même une très belle fondation sur laquelle construire pour la prochaine année. Là. Non, exact. Puis Denzel, je ne sais pas si... parce que oui, je nomme Kieran O'Grady, que j'ai trouvé excellent, a été le leader. Est-ce que, justement, il ne manquait pas de Alexis Hull un peu là-dedans pour venir peut-être faire cette différence-là? Surtout, comme Tristan l'a mentionné, avec tous les blessés qu'il y avait, je pense qu'on avait besoin d'Alexis Hull à son maximum.
il y a peut-être toutes sortes de raisons là, qui font qu'il n'a pas réussi à remplir le filet ou à performer à même hauteur qu'on l'avait vu dans la saison. Mais ça reste qu'au final, ça aurait peut-être justement pu permettre de faire une différence. C'est sûr qu'un apport d'Alexis Hull un peu plus tôt dans la série aurait été bénéfique à la formation de Vincent Dumont, mais je pense qu'offensivement, après la performance très décevante lors du match numéro 2, on a vu la Flèche vraiment être en mesure d'inscrire beaucoup plus de buts dans cette série-là, puis on avait besoin de cette performance à l'attaque, puis on l'a eu. On a quand même inscrit 5 buts dans le match numéro 3, 4 dans le match numéro 4, ce qui veut dire que du côté de la Flèche, on a fait certains ajustements. On a su grandir dans cette série. Ça n'a pas été assez pour venir chercher ce duel-là face au Boomerang, mais je pense que du côté des Dragons, on aurait été en mesure de se ressaisir parce qu'après avoir perdu par la marque de 6-1, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pensaient que les Dragons allaient être en mesure d'aller chercher une série dans cette série-là face au Boomerang. Je pense que Jelena aurait été un joueur très important. Le Boomerang aurait été en mesure de le battre. Ça aurait été une série très intéressante. Et comme Tristan l'a mentionné, je pense qu'on a un beau bassin du côté du Collège de la Flèche pour bâtir dans ce programme-là. On a un beau lien avec les Estacades de Trois-Rivières. Il y a certainement des ajouts qui vont être faits par Vincent Dumont pour maintenir ce niveau d'excellence du côté des Dragons. On aurait été en mesure de commettre des séries des éliminatoires assez intéressantes. On a battu les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent dans des duels très intéressants face au Boomerang. On n'a pas eu la même fin, mais on aura quand même donné la vie difficile à la formation d'Alexandre Dandenault. Et je pense qu'il y a des joueurs qui ont été en mesure de se tailler une place dans la formation des Dragons, pas nécessairement des joueurs qui on pensait qu'il allait avoir un apport aussi intéressant dans la Ligue collégiale Division 1. On a vanté les mérites d'Alexis Hull. On a vu la performance de Bélanger en séries éliminatoires, des anciens des Estacades. On a vu aussi un joueur à la défensive, Deschênes, qui a été absent à la fin de cette série-là. Ça aurait été un rouage très important au fil de la saison. Donc, il y a des éléments clés qui vont pouvoir grandir dans le programme des Dragons. Et je pense qu'on continue de faire de l'excellent travail du côté de Trois-Rivières pour maintenir notre niveau d'excellence dans cette ligue-là. Puis, tu sais, quand on regarde la production offensive d'Alexis Hull, c'est un but dans toutes ces séries éliminatoires. À la fin du dernier match. À la fin du dernier match. Donc, ça veut dire que le Boomerang l'a muselé. Oui. Et ça veut dire que les Patriotes l'ont muselé également. Et on parle d'un joueur qui avait marqué 21 buts en saison régulière. C'est là qu'on voit les confrontations des entraîneurs et autres pendant les matchs avec les deuxièmes changements et autres. Ça peut faire la différence. Quand tu as un trio ou un duo de défenseurs, peu importe, des joueurs qui sont envoyés dans la mêlée pour faire le même travail qu'un Guy Carbonneau en 1993, c'est-à-dire d'arrêter les meilleurs joueurs adverses, ça fait la différence. Non, exactement, tu as raison. Puis c'est sûr que d'arrêter Alexis Hull a fait partie de la stratégie, et peu importe on était quel entraîneur. Mais je retiens surtout ce que vous dites par rapport à l'avenir des Dragons de la Flèche. Je trouve ça intéressant, étant donné effectivement comment ça s'est passé, puis autant donné aussi qu'on les a probablement vus, en tout cas pas probablement, on les a vus gagner la série la plus palpitante et la plus enlevante jusqu'à maintenant cette année. Les 3 matchs en prolongation à 4-3 contre Saint-Laurent, là, franchement, ils sont sortis vainqueurs de la série la plus spectaculaire. Donc, merci pour ça, ne serait-ce que pour nous avoir donné ces instants de hockey. On va passer aux demi-finales. Et là, chose sérieuse, puis je dis chose sérieuse parce que les fameuses 4 équipes là, qui ont été au sommet du classement cette année se retrouvent maintenant en demi-finale. On va avoir les Filons de Thetford, numéro 1 cette saison, qui vont affronter le Boomerang d'André Laurando, qui est en grande forme actuellement, du moins qui a joué une grosse première série. J'ai très hâte de voir cette série-là, de voir ces matchs-là. Ça commence vendredi, puis ça va être la même chose pour l'autre demi-finale d'ailleurs. On s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'il faut voir de ça? Est-ce que le Boomerang est capable de maintenir ce niveau ce niveau de performance? Je ne veux pas dire ce niveau d'intensité-là, parce que ça, j'en doute même pas. Est-ce qu'on va être capable de performer à ce niveau-là contre les Filons de Thetford? Denzel, comment vois-tu ça? Je pense que le Boomerang va avoir la meilleure motivation dans cette série-là. On veut continuer notre travail qu'on a effectué face aux Dragons et d'arriver face à une formation des Filons, une équipe qu'on a déjà battue entre nos fournis. Je pense que la table est mise pour une série qui va être
très intéressante. Je m'attends à une série qui va être longue et je pense que l'élément clé qu'on devra surveiller du côté du Boomerang, c'est oui, notre niveau d'intensité, mais il faudra éviter le banc des punitions. On sait que le Boomerang a été une équipe qui a visité le banc des punitions plus souvent qu'autrement au fil de la campagne 2023-2024 et face à une attaque massive des Filons qui, on le connaît en séries éliminatoires, est en mesure d'à chaque fois élever son niveau de jeu d'un cran. Je pense que ça va être un élément à surveiller de très près. Les Filons qui, eux, quant à eux, veulent continuer leur récent succès face au Boomerang. On est sur une séquence de 2 victoires à nos 2 derniers affrontements face à la formation d'Alexandre Dandenault. On a fait des ajouts intéressants du côté du Boomerang. Je pense qu'il y a un certain Bellemare devant le filet qui va vouloir venir hanter son ancienne formation. Il y a certainement des joueurs du côté des Filons qui le connaissent très, très bien, qui vont vouloir trouver la manière de le battre. Donc, ça laisse place à une série qui va être intéressante. J'ai envie de dire que Tedford a peut-être pas un net avantage dans cette série-là, mais un petit avantage avec l'expérience qu'on a engrangée depuis quelques années en séries éliminatoires. Mais le Boomerang a fait quand même des choses très intéressantes depuis le début des séries éliminatoires. Je m'attends à une série qui va se terminer en 5. Je donne l'avantage à Tedford, mais ça va être une série qui va être très, très intéressante à suivre. Je sais que Tristan est un peu déçu de ma prédiction, mais c'est ça qui est ça. Tristan a de la crédibilité dans son analyse, mais dans la finalité de la prédiction, on le sait, c'est où ça s'en va. C'est pas. ça, c'est pas pour ça, là. Ça, c'est pas grave, ça. Je tiens à préciser que j'ai réussi 5,5 sur 8 de mes prédictions. Donc, tu connais ton hockey. C'est pour ça que je te dis, l'analyse va être bonne. La fin, qu'est-ce que tu prédis, ça, on le voit venir. Mais c'est pas ça l'histoire. C'est pour vrai. Je le sais que tu analyses très bien qu'est-ce qui se passe. Mais Tristan, comment vois-tu ça? Justement, parce que ça reste un solide défi. Là. C'est pas juste. Ouais. C'est beau, oui, OK. Tu voudrais que le Boomerang gagne, là, puis ça, c'est correct. C'est de très, très bonne guerre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le point étant quand même que ça reste un défi de très haut niveau. On en a parlé toute la saison de la qualité de cette équipe-là. Denzel en a parlé de l'avantage numérique face à une équipe qui est justement qui n'a pas peur de prendre des punitions. Ça fait partie de son style, mais ça peut coûter. Puis on a un Tyler Medina qui a été dominant toute l'année puis a été encore très, très bon en série. Comment vois-tu ça, justement, les chances du Boomerang dans cette série-là? Moi, je pense que ça va être une série très serrée. Je pense que le premier match, en fait, selon moi, les 2 premiers matchs de cette série-là vont dicter la suite des choses. Je pense que du côté du Boomerang, là, la formation d'Alexandre Dandenault voudra éteindre la foule des Filons en première ronde, ou du moins dans le premier match. Je pense que ça va être intéressant de voir la suite des choses. J'ai l'impression qu'un gars comme Alexandre Bellemare, qui ne cesse de me parler d'une prévision d'une série contre Tedford, voudra sauver les meubles, ou peut-être pas sauver les meubles, mais donner un ton à cette série-là. Je pense qu'Alexandre est un jeune homme qui pourra se prouver une fois de plus devant Martin Bernard. Puis, tu sais, il y a certaines situations qui ont fait en sorte qu'Alexandre Bellemare n'ait pas eu la main favorable sous la gouverne Martin Bernard pour obtenir des matchs en séries éliminatoires l'année passée. Donc, c'est sûr que ça va servir de double motivation. Et quand je regarde l'étendue des séries du Boomerang, la première série a été contre une équipe qui avait gagné tous ses matchs contre le Cégep André Laurando pendant la saison régulière. Oui. Là, la prochaine ronde, c'est quasiment pareil. Là. Les Filons ont gagné 2 matchs sur 3, pardon. Le premier match qui s'était décidé à Tedford. Il y a un match où est-ce que le Boomerang n'a pas joué à la hauteur de son talent. Et il y a une partie de ces 3-là que Tyler Medina a été fumant et qui a changé l'allure du match. Donc, je pense que ça va être très serré. Je m'attends à une très bonne ronde de la part de Daniel Minocerni, des Samuel Dion, des Lucas Sauvé et plusieurs autres du côté du Boomerang. Il y a de la profondeur du côté d'André Laurando et il ne faut pas négliger non plus la profondeur du côté des Filons du Cégep de Tedford, des bons joueurs de hockey, je pense notamment à Mathieu Nadeau, Mathis Dufour, Samuel Huppé. Bref, c'est 2 excellentes équipes de hockey.
Et quand on regarde le classement général de la fin de saison, là, en début d'année, c'était les 4 équipes que nous avons vues, que tout le monde avait vu dans le top 4 du circuit. L'ordre, on avait des doutes à gauche puis à droite, mais ça aurait pu être Boomerang 2e, Filon 1er, St. Lawrence 3. Bref, ça aurait pu être différent. Donc, je pense que ça va être une série, mais je crois que le Boomerang sera en mesure de s'imposer dans cette série-là. J'y vais avec André Laurando en 4. Lou-Olivier Charland, il faut s'attendre à quoi de son côté? Est-ce qu'on s'attend à le voir de retour? Qu'est-ce qu'il y en est pour lui? Moi, je pense qu'il effectuera bientôt un retour au jeu. Là. Selon moi, là, ça ne devrait pas tarder. On verra la suite de la situation. Excellent, excellent, parce que, évidemment, il détient une partie des clés. Oui, tu as mentionné beaucoup de profondeur, mais ça reste un joueur, là, un des gars avec beaucoup de talent offensif dans cette équipe. C'est sûr qu'il a beaucoup de talent. Je n'ai rien à envier à Lou-Olivier Charland, pardon. On parle d'un joueur là, qui cogne au top 10 de l'histoire des meilleurs pointeurs du programme André Laurando. Il n'avait pas obtenu de points dans ses 2 premiers matchs de la série contre le Collège de la Flèche. Donc, ce n'est pas un joueur qui va faire en sorte là, qu'une formation va être transformée, dis-je. Je pense que ce sera vraiment une affaire d'équipe du côté d'André Laurando. Alexandre Andeneau a déjà vécu des demi-finales, voudra gagner avec cette équipe-là. Et ce qui est intéressant, on parle d'une équipe de 2 formations, en fait, qui ont beaucoup de vétérans. Du côté de Thetford, c'est une équipe à maturité. Alain Rajotte me l'avait dit quand je l'avais croisé à Lake Placid un peu plus tôt cet hiver. Il me disait qu'il avait une équipe à maturité, beaucoup de vétérans, puis que ça va être intéressant. Mais André Laurando a quand même plusieurs vétérans qui voudront gagner. Je pense à des Mathieu Legendre, je pense à des Paul Slivka, des Émeric Paradis, des Antoine Lucie. Ce sont des joueurs qui terminent leur parcours de hockey collégial et qui s'en vont à l'université l'année prochaine. Ils vont vouloir finir sur la bonne note et se rendre en finale. Ça, c'est sans équivoque. Et bien sûr, Sam Kimmerly, dont tu as parlé, qui connaît des séries extraordinaires. L'autre demi-finale, celle-là, très intéressante également. Les Rebelles de Sorel-Tracy face aux Lions de Champlain-Saint-Laurent. Les Lions qui ont été pendant à peu près toute la saison une des équipes les plus stables, si on veut, qui a été constante. Mais les Rebelles, la série qu'ils viennent de jouer, me donne l'impression qu'ils sont sur une ère d'aller. Est-ce que les Lions ont ce qu'il faut? Absolument qu'ils ont ce qu'il faut. Mais est-ce que les Lions vont être en mesure de stopper cette ère d'aller-là des Rebelles de Sorel-Tracy actuellement? Denzel, je te laisse me commencer là-dessus. Sur papier, je pense que c'est 2 équipes qui se ressemblent énormément quand on regarde la force de frappe qu'on a à l'attaque du côté des 2 formations. On sait qu'on a énormément de talent. On a une défensive qui accorde très peu de buts depuis le début des séries éliminatoires. Puis du côté de St. Lawrence, on a été en mesure de battre à 2 reprises en saison régulière la formation de Sorel. Mais il faut dire que ça a été des matchs qui ont été très serrés, tous des matchs qui se sont terminés par la marque de 4-3. On a vu des matchs se conclure en tir de barrage, des séries de tirs de barrage qui ont été jusqu'au 9e tireur, si je ne me trompe pas. Donc, on va assister à une série qui va être enlevante. Puis, statistiquement parlant, c'est des équipes qui se ressemblent encore plus. On marque beaucoup de buts, on en accorde très peu. On a des unités spéciales qui sont très, très performantes depuis le début de la campagne, ce qui laisse place à une série très intéressante. Je pense que ça va être une série qui va être très, très longue. On le sait qu'on va avoir beaucoup de buts dans ces séries-là. On peut compter sur des joueurs qui voudront faire la différence. Et dans cette série-là, je pense qu'il y a un nom que tout le monde va avoir à l'œil. Je pense que c'est Léo Saint-Michel. Je pense que c'est le moment pour Saint-Michel de prouver à tout le monde que c'est lui qui détient maintenant le record. C'est le joueur qu'on a mis en lumière depuis le début de la campagne dans la Ligue collégiale. Puis c'est le moment pour lui et sa formation d'arriver face à une équipe de St. Lawrence qui, elle aussi, arrive en pleine confiance. 2 équipes qui ont balayé leurs séries respectives. Je pense que du côté de Sorel, on a peut-être un avantage avec l'expérience qu'on a engrangée depuis 3 ans avec le même groupe de joueurs. Du côté de Pierre-Cédric Labrie, c'est nos premiers
match en séries éliminatoires, on va vouloir faire en sorte que cette expérience-là, elle aussi, soit bénéfique. De mon côté, je vais donner un avantage à Sorel Tracy. En 5 matchs, je pense que Saint-Michel, les Arsenault Roland, les Donovan Côté vont faire la différence. Mais du côté de Saint-Laurent, on va pouvoir s'appuyer sur des joueurs qui, eux aussi, sont très, très bons offensivement. Donc, ça laisse place à une série qui va être très enlevante. Mais de mon côté, je donne l'avantage à Sorel en 5 matchs. C'est intéressant hein, parce que Sorel Tracy a énormément de force de frappe avec des joueurs, des vétérans, mais un gardien recru en Justin Roux. Et de l'autre côté, Champlain-Saint-Laurent, leur meilleur marqueur en éliminatoire jusqu'à maintenant est la recrue de l'année, Mathias Loisel. Fait qu'on on a un beau mélange là, des deux côtés où est-ce que tu as des joueurs importants qui sont des recrues malgré au milieu de vétérans qui veulent vraiment amener leur équipe le plus loin possible parce que là, ils savent que c'est le moment. Absolument. Absolument. Ça va être une série très, très longue. Je m'attends à ce que l'équipe gagnante de cette série-là soit l'équipe la plus amochée depuis le début des séries éliminatoires, toute équipe confondue. J'ai l'impression que ça va jouer de manière très robuste dans les batailles territoriales, dans les possessions de rondelles, dans les duels devant le filet. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'indiscipline dans cette série-là. Je pense que le tout va se jouer sur les unités spéciales. C'est ce que je pense. Pour avoir vu les Rebelles jouer en séries éliminatoires dans le passé, la formation d'Éric Messier mise énormément sur son avantage numérique en séries éliminatoires. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Ils ont plusieurs munitions qui peuvent faire la différence. Je pense à Léo Saint-Michel, Hugo Vézina-Fusé, Charles-Étienne Lamy qui connaît des bonnes séries actuellement, Donovan Côté, Arsenault Roland, Prebzel. Bref, c'est une équipe qui est vraiment là à maturité, qui va vouloir aller chercher la ronde supplémentaire. Ça ne sera pas facile. Je prédis qu'il va y avoir des matchs en prolongation dans cette série-là. Du côté de Champlain-Saint-Laurent, c'est une très bonne équipe de hockey, des bons joueurs. Là, je pense à Benjamin Chabot, Maverick Delisle, Mathias Loisel, Simon Boucher devant le filet. Vraiment, là, c'est une équipe qui va donner de l'adversité aux Rebelles, mais encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que la force de frappe de Sorel en avantage numérique va faire la différence. Je prédis une série qui se conclura en 5 matchs en faveur de la formation d'Éric Messier. Moi, j'ai l'impression que ça va finir en 4 en faveur de Sorel. J'ai vraiment l'impression que Sorel est sur une... Je ne sais pas si tu me laisses trop influencé par ce qui est arrivé en première ronde, mais j'ai l'impression que ce qui s'est passé, Sorel est vraiment dans une mission. Léo Saint-Michel est vraiment le joueur dans cette ligue-là cette année. Franchement, il est aussi excellent en séries éliminatoires qu'il l'a été en saison régulière. Donc, sincèrement, j'ai très hâte de voir, évidemment, les 2 demi-finales, mais celle-là, par principe, j'en donne une à Champlain-Saint-Laurent, mais pour moi, j'ai l'impression que les Rebelles s'en vont en finale cette année. Dans l'autre série, je vais donner un petit peu comme Netzel, un léger avantage à Thetford. Par contre, si je me fie à mon historique de prédiction, ça voudrait dire que le Boomerang devrait l'emporter. Je le dis, je le répète, en général, j'ai une équipe que je prends que depuis le début, je les annonce comme perdants et ils finissent par être champions. Il faut en parler dans plusieurs ligues. J'en ai déjà glissé un mot. Fait que peut-être que cette année, au hockey, ce sera le Boomerang. À la fin, si ça les motive, tant mieux. Si ça ne change rien dans leur vie, tant mieux. Tant qu'à la fin, ils jouent au mieux qu'ils peuvent. Puis je souhaite à tout le monde de ultimement gagner. Mais bon, il y en a juste une qui va le faire. Ça commence vendredi, comme on l'a dit tantôt. Je pense qu'on va avoir du gros hockey et je ne peux que dire au monde, reculer de quelques minutes, aller réécouter ce que Tristan a dit tout à l'heure par rapport au fait d'aller voir les matchs, d'aller vous présenter dans les arénas. C'est fantastique, le niveau de jeu, l'ambiance qui est là quand on a beaucoup de monde en plus, quelques centaines de personnes. Mais
C'est magnifique. Le niveau de jeu est sous-estimé, je le sais, par les gens qui n'ont jamais vu ça, mais en même temps, quand on est en série, quand on est à ces niveaux-là, et il n'y a pas d'équipe Cendrillon. Ce ne sont que les meilleures équipes qui ont été les meilleures toute l'année. Donc, franchement, on s'en va là, force contre force. On est vraiment rendu à l'étape de que le meilleur gagne. Là, il n'y a pas de chance rendu là. Oui, absolument. Puis, tu sais, des fois, ça va arriver qu'il y a des histoires Cendrillon. Des fois, il va y avoir des années où est-ce que ça va être les forces de frappe qui vont se rendre dans le carré d'as. Malheureusement, c'est ça la beauté du hockey. Il y a eu des années où est-ce que, bon, les Griffons l'ont gagné, puis ils avaient fini 8 ou 9e dans la Ligue. Puis, il y a des années où est-ce qu'André Laurando avait gagné le championnat en 2018 et avait fini 5 ou 6e dans la Ligue. Mais je le dis encore une fois, quand même que ce soit les 4 puissances, entre guillemets, de la Ligue qui se retrouvent dans le carré d'as, ce n'est même pas l'ombre de la parité de cette ligue-là, que sont les chiffres 1, 2, 3, 4. Ça aurait pu être les équipes 6, 7, 8, 9 qui se retrouvent dans le carré d'as. C'est ça la beauté de la Ligue de hockey collégial. Quand même que tu sois une puissance, si tu ne travailles pas, tu ne gagneras pas. Absolument. Et c'est ça qui va faire la différence. J'ai vraiment hâte d'avoir le début des séries. Sérieusement, les personnes qui sont proches des différentes régions, qui habitent dans ces régions-là, allez voir les matchs des séries éliminatoires du hockey collégial parce que vraiment, là, c'est un spectacle absolument fantastique à aller voir les vendredis, les samedis ou les dimanches soirs. Et puis, d'ici, quand vous allez écouter ça, d'ici, est-ce que ça commence? Puis même si c'est commencé, gênez-vous pas dans les commentaires là, de nous mettre vos prédictions à vous pour voir si vous êtes meilleurs que nous. Merci beaucoup, les gars. On se reparle la semaine prochaine. On va avoir eu 2 matchs joués dans les ou à peu près, là, dépendamment quand est-ce qu'on décide d'enregistrer, mais logiquement, ça devrait être ça. 2 matchs joués dans ces séries-là. Fait que on verra où on en est en espérant. Je suis pas mal certain qu'on va avoir eu des très bons matchs et des bonnes histoires à raconter. Merci encore, les gars. À très bientôt. OK, féminin avec Léa McIntyre. Salut, Léa. Salut, Phil. On a juste une affaire à s'occuper là en ce moment. C'est la fin des séries au hockey collégial. Et toute une fin qu'on a parce qu'en fin de semaine se terminait la demi-finale entre les Cougars de Champlain-Lennoxville et les Highlanders de John Abbott. Quand on s'est parlé la dernière fois, les Cougars venaient d'échapper le match numéro 3 qui leur aurait peut-être permis, leur aurait permis, si elles avaient gagné, d'éliminer John Abbott. Elles menaient 3-0 dans ce match-là. Elles ont perdu 6-3. On en a parlé la semaine passée. Ça a amené un match 4. Et là, on va en parler de ça. Ça a été encore une fois très intéressant, très serré. Les gros canons des deux côtés ont eu un gros mot à dire là-dedans. Oui, ça a commencé rapidement. Début de la première période, Naomi Morin marque en échappée pour donner les devants 1-0 à Champlain-Lennoxville. Mais après ça, je pense que c'est un match qui s'est joué beaucoup en première période. Là, c'était 3-2 après la première période. Puis après ça s'est calmé un petit peu au niveau du score. En troisième, il y a eu quelques buts. Mais en première période, ça jouait vraiment d'un côté de l'autre. Comme tu dis, les gros canons des deux équipes, les premiers trios, là, ont fonctionné à fond dans les deux matchs. Mais c'était beau de se voir échanger comme ça les chances de marquer. Je pense que dans le match de vendredi, John Abbott était meilleur. Donc, ils sont sortis gagnants, ils étaient meilleurs. Par contre, Champlain-Lennoxville a encore une fois pas réussi à fermer cette série-là. Ils menaient 3-2. Il aurait fallu qu'ils réussissent à scorer à 4-2 déjà. Bon, contre un trio aussi dominant que celui de Sienna, Jade et Manon, c'est jamais fini. Là, on l'a vu, ils sont remontés de 3. Mais si tu prends les devants 4-2, déjà, tu te donnes un avance qui est légèrement plus confortable, mais ils n'ont pas été capables de fermer cette série-là. En fin de match, complètement, là, je pense que c'est Naomi Morin qui a scoré ça à 5-4, qui a gardé ça excitant vraiment jusqu'aux dernières secondes. Un peu de confusion dans les 4 dernières secondes qui ont fait qu'ils n'ont comme pas joué les 4 dernières secondes. Là.
Le temps s'est écoulé. Mais c'était vraiment un match excitant, là. Donc, tu l'as dit, c'est 3-2 après une période en faveur de Champlain. Mais c'est que les 3 buts suivants, c'est John Abbott, un but en deuxième, 2 buts rapidement dans la première moitié de la troisième. On sentait, comme tu dis, là, la prise de contrôle de ce match-là par John Abbott. Fait que le pointage finit 5-4, mais comme tu dis, probablement un match où est-ce que John Abbott a eu quand même le dessus dans la façon dont ça s'est déroulé. Et tout ça, ça mène à un match numéro 5. Puis avant que ça commence, on s'attendait tout le monde à peu près à ce que ça aille en 5, mais peut-être pas de cette façon-là avec Champlain qui avait pris devant 2-0 dans la série. John Abbott qui remonte comme ça. Ça restait spécial parce que là, tu dis, OK, le momentum a shifté complètement. Là, tu dis, John Abbott devient une machine inarrêtable parce que à cause de ce fameux trio-là d'Alessandro Barbirati et Loscodan. Mais Champlain, Lennoxville, autant on parle de joueuses dans le cas de John Abbott, on mentionne souvent ces 3-là, mais les 2 Naomi, là, Morin et Côté, Champlain, Lennoxville, du moins dans cette série-là, n'ont pas eu à rougir du tout, puis ils ont donné coup pour coup au fameux trio, puis ça a donné un match 5 formidable, une fin de match notamment extraordinaire. On est même allé en prolongation. Donc, ce match-là, je pense que si on aurait aimé probablement que tous les matchs soient comme ça. Ça a fait une série serrée, mais c'est surtout le match numéro 5 tellement extraordinaire comme partie de hockey. Ah oui, moi, j'étais sur place pour vivre ça. Là. C'était vraiment, vraiment excitant. Même chose qu'au match numéro 4, en début de match, Naomi Morin marque en échappée, prend les devants 1-0. Rapidement, John Abbott revient dans le match, puis là, ça a été l'histoire du premier trio. Là. Les 5 buts ont été marqués par les joueuses du premier trio. Manon Loscodan a participé à chacun des buts. Ouais. 5 points, 1 but, 4 passes, incroyable. 2 buts pour Sienna. C'est vraiment l'histoire du match pour John Abbott, ce trio-là. Je te dirais, les 2 premières périodes dominées un petit peu plus par John Abbott. 3e période, le vent a changé de côté complètement. Champlain Lennoxville a marqué pour faire 4-2. Enfin, il restait moins pas une minute. Secondes, là, en fin de 2e période. Et là, le momentum a changé. En 3e période, là, ça tournait d'un bord puis de l'autre dans le territoire de John Abbott. Mais j'ai senti qu'au match numéro 5, les joueuses des Cougars commencent à être essoufflées un peu. Moi, je vois ça de l'extérieur. Là, je suis pas du tout. J'ai pas parlé à personne dans ces équipes-là, mais j'ai trouvé que le premier trio de Lennoxville a peut-être été épuisé à la fin. Patrick, le coach des Cougars, matchait ses lignes et le trio des Naomi et Catherine Proulx jouait tout le temps contre le trio de Sienna. Puis le trio de Sienna, de Jade et de Manon, est habitué de jouer du 26 minutes par match. C'est comme ça depuis le début de l'année, mais le trio numéro 1 des Cougars, ils jouaient du 20-21 minutes par match. C'est une équipe qui avait un temps de glace très bien réparti. Donc, de jouer autant de minutes, je ne sais pas si en bout de ligne, ça les a épuisés un petit peu, mais j'ai senti un peu de fatigue. Puis en 3e période, entre la 2e et la 3e, je parlais avec un parent, puis j'étais comme, si j'étais à Lennoxville, je veux créer un petit sparkles, je ne matcherais pas mon premier trio contre le premier trio de John Abbott. Je les enlèverais d'eux. Puis c'est vraiment ce qui est arrivé. Patrick les a enlevés. Puis là, ils ont un regain d'énergie. Puis comme je disais, c'est vraiment une domination du côté des Cougars qui ont égalisé ça à 4-4. Puis là, ça s'est terminé en prolongation. Même la prolongation, ça allait d'un bord puis de l'autre. Mais c'est... Tu sais, Naomi Côté, là, le but qu'elle a fait 4-3, quelle pièce de jeu individuelle extraordinaire. Tu la voyais, écoute, elle patinait comme elle voulait dans la zone. Elle a pris tout le temps qu'il fallait pour se faire sa place. Superbe tir. Après ça, c'est un avantage numérique que ça a marqué son but. Non, tu sais, comme tu l'as dit, tu sais, elles ont pris le contrôle à ce moment-là, mais c'est la preuve aussi qu'il y a des joueurs qui ont bien joué défensivement aussi contre le gros trio parce que
à quelque part, Siena d'Alessandro et compagnie auraient pu, quand c'était le temps, vraiment prendre le contrôle. Mais non, on les empêchait d'avoir des chances de marquer. Vraiment, le momentum a changé de ce côté-là. Puis en prolongation, 3 excellentes chances de marquer pour Champlain qui auraient très bien pu finir le travail là. Puis c'est juste que quand John Abbott a eu sa chance, c'est Jade Barbirati finit le travail. Puis, tu sais, c'est crève-cœur parce que tu dis « Wow, quelle belle série! » Puis, mais bon, c'est la réalité du sport. il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd. À la fin, je dirais que probablement que John Abbott méritait cette série-là. Je le sais que les 2 premiers... on voit la fin, on regarde surtout la fin, puis c'est ce qui nous fait dire ça. Mais... grosso modo, je pense que la puissance de ce premier trio-là est tellement grande que ça arrive à compenser tout ce qu'il peut avoir autour, ce qui fait que c'est rare qu'on dise ça dans une équipe, dans un sport d'équipe comme ça, mais ces filles-là font l'équipe. Puis tu sais, oui, elles sont bonnes, là, dans chaque équipe, il y a des joueuses qui sont plus dominantes, mais elles font l'équipe en ce moment, puis tout ce que Noémie Marin a besoin, c'est que le reste de son équipe fasse bien son travail, pas d'erreur, garde le jeu simple, s'assurer d'éviter de donner des chances à l'adversaire. Puis après ça, laisser le top 3 faire son travail. Là, ça ressemble à ça. Oui, mais tu dis que tu t'attendais peut-être à avoir John Abbott gagner. Tu vois, de notre côté, nous autres, notre groupe d'entraîneurs à Dawson, on en a parlé beaucoup de cette série-là. Puis nous autres, on voyait Lennox sortir gagnant. Ben, pas avant de commencer. Avant de commencer la série, je ne le savais pas. Je ne t'aurais pas dit ça. Je parle à la fin, une fois que je vois ça, comme je te dis, c'est peut-être teinté par la fin de la série, mais j'ai eu l'impression que la meilleure équipe dans cette série-là, même si c'était très serré et tout, puis que c'est crève-cœur, au final, j'ai l'impression que John Abbott a mérité de sortir gagnante. Mais bon, c'est une impression comme une autre, là, comme je te dis. J'ai l'impression que c'est peut-être teinté par la fin, mais n'empêche, j'ai eu l'impression que John Abbott a su profiter de ses occasions encore plus, a su frapper au bon moment. Puis, n'eût été de la 3e période de Champlain-Lennoxville, probablement qu'on aurait regardé la fin de la série comme étant complètement à l'avantage de John Abbott. C'est sûr que oui. Comme tu dis, cette équipe-là a juste besoin de faire le travail, puis quand le premier trio sur la glace est tellement dominant qu'ils peuvent se fier sur ça. Toute l'année, on a parlé de la défensive de John Abbott. Moi, je trouve que c'est une des meilleures défensives de la Ligue. Là, il y avait quelques blessures, donc des joueuses clés, là, Ullman, Foran qui ne jouait pas le match numéro 5, des joueuses comme Lavorel qui joue un peu moins, normalement a eu plus de temps de glace, a levé son jeu d'un cran. C'est sûr que cette défensive-là aide beaucoup à relancer le jeu, donner la rondelle au premier trio qui, eux, trouvent toujours le moyen de la mettre dans le fond du filet. Je suis contente que ça soit rendu en 5 matchs. Ça m'a vraiment permis de pouvoir regarder. Tu sais, John Abbott, je les ai vus jouer beaucoup, là, pas en jouant contre eux, là, comme spectateurs, je les ai vus jouer beaucoup. Lennoxville, je les avais pas vus beaucoup en tant que spectateur. Donc là, j'étais contente d'être dans les estrades puis de juste voir les observer puis de voir à quel point il y avait une belle équipe. Je trouve que Jade Lachance-Bloin, dans les 2 matchs, 4 et 5, a été excellente. A permis à son équipe de se battre jusqu'au bout. Là. Une joueuse qui prend sa retraite maintenant. Là, c'était son dernier match. Ouais. Une joueuse que j'ai côtoyée auparavant aussi, donc j'étais vraiment contente de voir qu'elle performe aussi bien dans les 2 matchs. Une défenseur comme Daphné Boutin, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup des défenseurs de John Abbott, on parle beaucoup de Rosalie Breton à Limoilou, qui est vraiment dominante. Daphné Boutin, on en parle un peu moins, mais vraiment, là, elle était excellente, elle dictait le jeu à chaque fois qu'elle avait la rondelle sur sa palette, prenait des bonnes décisions, c'était vraiment une pièce clé pour Champlain-Lennoxville. Donc, je suis contente, comme je te dis, que ça soit rendu ensemble, d'avoir vraiment pu prendre 2 matchs puis juste les observer sans avoir à analyser vraiment leur jeu. Là. Non, mais effectivement, puis tu sais, mon point de vue, c'est ça, c'est vraiment basé sur
comme je dis, ça n'enlève absolument rien à Champlain-Lennoxville, c'est ça que je voulais dire, parce qu'on a vu tellement de beaux moments de hockey des deux côtés que, non, franchement, une superbe série, ceux qui ont eu la chance de voir ça, puis ceux qui ne l'ont pas vu, je dirais tant pis pour vous, puis meilleure chance l'année prochaine de pouvoir profiter de ça, mais franchement, ça valait la peine. Ceci dit, il reste que c'est pas terminé tout ça. John Abbott doit maintenant transposer ce momentum en grande finale contre une équipe qui les attend depuis une semaine, les Titans de Limoilou. Et ça, j'ai aussi très, très hâte à cet affrontement-là. Les Titans ont eu le numéro de John Abbott, les ayant battus 4 fois sur 5 cette saison. Mais les 3 derniers matchs ont été extrêmement enlevants, serrés, des buts en quantité industrielle. J'ai hâte de voir parce que c'est des matchs qui sont finis par un but à chaque fois, 2 à l'avantage de Limoilou, 1 à l'avantage de John Abbott, mais c'est des matchs qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre à chaque fois. Ça va être aussi, là, en tout cas, très spectaculaire d'après moi. C'est sûr, c'est 2 équipes que, si on décortique chaque aspect des équipes, ça va autant d'un bord que de l'autre au niveau des forces. Là, ça va être de voir, je parlais un peu de la stratégie de Lennox d'avoir matché leur premier trio contre le premier trio de John Abbott. Est-ce que Pascal va opter avec cette stratégie-là? On sait qu'ils ont un très bon premier trio aussi, là, avec Héloïse Caron et Alexandra Giguère sur le même trio. Donc, je pense que c'est Sandrine Chouinard qui joue au centre, mais ça va être intéressant de voir quelle stratégie vont opter. Moi, je pensais que la profondeur des Cougars allait les amener à gagner cette série-là. C'est pas arrivé, mais je ramène encore que Limoilou est une équipe avec beaucoup plus de profondeur. Donc, c'est des trios qui sont capables de jouer contre le premier trio de John Abbott. Donc, ça va être intéressant à suivre. Là, je parlais des blessures du côté de John Abbott. Est-ce qu'ils vont être en mesure de revenir dans la série pour la finale? J'en ai aucune idée. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous en regardant les matchs en ligne. Je pense que c'est une série qui va peut-être se jouer dans les filets. L'année passée, John Abbott avait vraiment une bonne gardienne de but qui les a vraiment amenés jusqu'au bout. Cette année, là, je trouve que dans les buts, c'était peut-être un petit peu plus difficile durant les 2 derniers matchs. Limoilou a des très bonnes gardiennes de but, donc je pense que c'est peut-être là que ça va jouer de savoir qui va être meilleur à cette position-là. Mais c'est une série super enlevante. Un peu comme la série contre Lennoxville. Ça peut se finir en 3 comme ça peut se finir en 5 à prolongation en tir de barrage. C'est une série qui peut aller n'importe où. Je pense qu'on va avoir des moments excitants comme pour la série contre Lennoxville. Tout ce que je souhaite, c'est que ça ne se finisse pas en tir de barrage au match numéro 5 comme l'année passée parce que je trouve ça un peu plate de finir dans un enjeu comme ça en tir de barrage. Mais c'est vraiment une série qui devrait être excitante. Puis qui va jouer quand même rapidement. Ça se joue sur 3 semaines. C'est un 3 de 5, ça va vite. Avec une semaine complète entre le 2e match et le 3e match. C'est toute la semaine de pratique pour amener des ajustements. Donc, ça va être vraiment intéressant à suivre. Là. Exact, oui. Puis ça commence vendredi soir. Puis il y a un autre élément dont on peut parler puis qui pourrait avoir un impact. C'est le fait que le championnat du monde de hockey féminin, et on a plusieurs joueuses françaises, et notamment John Abbott, qui pourraient ne pas terminer la série, dépendamment du nombre de matchs qui vont avoir besoin d'être disputés. Ça, c'est un élément qui pourrait être majeur là, si on serait en 5e match, par exemple, et que John Abbott se retrouve sans Manon Lescodin, sans Jade Barbirati. La donne change de façon assez importante. Là. Oui, vraiment. La France joue en division 1A. Donc, on a la top division où le Canada et les États-Unis jouent. Ça, le championnat du monde commence aujourd'hui. La division 1A commence le 21 avril, termine le 27. La série devrait terminer, ça va en 5 le 19. Mais les joueuses vont quitter avant ça. Là. Les miennes, nous, on est éliminés, donc il n'y a pas d'enjeu. Là. Les miennes quittent le 12 avril. Ils ont une semaine préparatoire avant vraiment le début du championnat. Je le sais que c'est planifié que les joueurs de John Abbott vont quitter plus tard, mais plus tard, c'est quoi la date?
j'ai aucune idée. Donc ça peut être vraiment un enjeu, puis on le sait que c'est des joueuses dominantes, on en parle depuis tellement longtemps. On a juste à retourner voir les matchs, le dernier match qu'ils ont joué, là, les 5 buts ont touché à Manon. Donc, si on enlève cette joueuse-là, à quoi va ressembler l'équipe? Bon, l'année passée aussi, ils ont eu le même enjeu contre Limoilou. Jade et Manon n'étaient pas là. Ça ne les a pas empêchés de gagner le dernier match en demi-finale contre Limoilou en prolongation. Donc, d'après moi, ils vont être capables de jouer les 2-3 premiers matchs. Les 2 premiers, je suis pas mal certaine. Le 3e, là, ça va être à suivre. Mais si je suis Noémie Marin, je veux gagner ça. Je veux prendre les devants dans la série, c'est sûr, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver quand ces filles-là vont quitter. L'année passée, on l'a vu, les joueuses de John Abbott ont levé leur jeu d'un cran pour pallier au manque de ces 2 joueuses-là. Là, ils sont 3. On a parlé des blessures en défensive. Si les filles ne reviennent pas, Perrine Lavorel va quitter éventuellement. Donc là, ça va être de jongler aussi avec ça, là, de voir jouer à 5 défenseurs au dernier match. Donc là, si Perrine quitte, les 2 ne reviennent pas au jeu, on tombe à 4. Moi, j'ai joué plusieurs matchs cette année à 4 défenseurs, c'est pas facile. Donc, ça va être beaucoup de gestion d'effectifs, trouver des rôles, trouver des nouveaux rôles pour les joueuses si ces joueuses-là quittent avant la fin de la série. Donc, ça va être beaucoup de travail dans les mains de Noémie, ça, c'est sûr. Non, effectivement, ça va être intéressant. De toute façon, on va suivre ça de proche. Puis l'avantage qu'il y a, c'est qu'à la fin du podcast, dans quelques minutes, on reçoit Manon Lescoda, justement, comme invité de la semaine. Fait qu'elle sera peut-être en mesure de nous donner un petit peu plus d'informations sur son plan de match à elle par rapport au déplacement vers le championnat du monde. Une série on le dit à chaque fois qu'il y a une nouvelle série, là, allez suivre ça, là, mais j'ai très, très hâte de regarder ce qui va se passer entre les Titans et les Highlanders. Assurément que ça va être spectaculaire. On a parlé là, du fameux premier trio. Tu as parlé d'Héloïse Caron, Alexandra Giguère, mais on a également des Alexia Côté. Il y a excuse, Mégane Lesage, que je voulais pas oublier. Il y a un paquet de joueuses aussi dont on parle une petite affaire moins, mais qui en ont en masse à offrir aussi. Ça va être vraiment intéressant. Ça commence vendredi. Il faut regarder ça. Fait que Léa, ben écoute, on se textera pendant les matchs. Puis j'ai bien hâte d'entendre ton analyse la semaine prochaine de ce qui va s'être passé en fin de semaine lors des 2 premiers matchs de la série. Certainement, j'ai assez hâte que ça commence. Là, vendredi à Québec, je ne pense pas faire la route pour aller voir ça. Mais peut-être dimanche à John Abbott, à 12h30, là, je vais peut-être aller faire un tour si mon horaire me le permet. D'après moi, il va y avoir beaucoup de monde dans chacune des arénas. La semaine passée, à John Abbott, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait d'ailleurs des filles des Titans qui venaient voir le match, mais c'est 2 places que c'est pas facile de jouer. À Limoilou, on le sait qu'ils ont quand même une bonne foule. C'est pas facile de jouer là. À John Abbott, c'était rempli. Les parents, ils suivent. Même à Québec, les parents vont être là, c'est sûr. Ils sont là avec des pompons, des choses pour faire du bruit. Donc, encouragent beaucoup leur équipe. Là. Ça devrait être une super belle ambiance dans les estrades. Donc, si vous êtes capable de vous déplacer là, pour aller voir ces matchs-là en personne, là, je vous le conseille fortement. Non, absolument. Puis, tu sais, chez les gars aussi, il y a quelque chose de le fun là, qu'on vit avec le hockey collégial. J'ai l'impression que de plus en plus, les équipes sportives, puis là, ben, peut-être que c'est à cause de ça aussi. Au niveau de D1, en tout cas, il reste juste le hockey. Fait que les autres équipes ont probablement le sentiment d'appartenance, l'envie d'aller, de rester, en tout cas de vivre quelque chose de compétitif et peut-être à peu près ce qui reste. Là, je sais qu'il y a des championnats provinciaux dans d'autres sports en D2 là, qui vont se jouer, mais au niveau de D1, c'est ça. Fait que les équipes qui ont encore les écoles qui ont encore des équipes en liste, là, souvent les gens des autres sports s'impliquent aussi à aller encourager. Fait que ça devient intéressant. Comme tu dis, ça crée vraiment une belle ambiance. Oui, puis on le voit avec le basketball aux États-Unis, mais là, l'effervescence aussi du hockey professionnel ici, là, le sport féminin est vraiment en train de prendre sa place. Fait que c'est une belle opportunité d'aller encourager des athlètes féminines, là, si vous en avez la chance. Ah, complètement, assurément. Puis, faut arrêter de faire de la comparaison. Est-ce que telle fille serait capable de jouer avec les gars ou si ça n'a pas rapport avec ça? Profitez du sport, du match, de ce que vous voyez là, de l'ambiance du match,
puis des beaux jeux qui se font là. Et, vous allez bien plus apprécier l'événement, puis ça va faire en sorte qu'au bout du compte, goffez, peu importe ce que vous regardez. Quand le match est bon, puis quand les jeux sont spectaculaires, le fun est en place, puis c'est ça qu'on veut. Léa, merci beaucoup. À très, très, très bientôt. Comme je te disais tantôt, bien hâte qu'on en reparle de ces matchs à venir. Bonne semaine. Salut. Alors, entrevue de la semaine, on reçoit cette semaine avec nous Manon Lescodin de l'équipe des Highlanders de John Abbott au hockey. Bonjour Manon. Bonjour. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue, c'est vraiment très apprécié. Pas de souci, ça me fait plaisir. Manon, tu es très présente dans nos analyses de hockey qu'on fait régulièrement à chaque semaine. Mais là, j'ai la chance de te parler. Vous, les Highlanders, venez, au moment où on se parle, venez de gagner une série quand même assez palpitante face aux Cougars de Champlain-Lennoxville. Raconte-moi un peu, parce que là, évidemment, je veux te faire connaître je veux que les gens puissent te connaître un peu, mais je veux, comme c'est frais, c'est frais de l'actualité, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, quelle série pour commencer? Vous tiriez de l'arrière 0-2 dans la série, vous perdiez 3-0 dans le troisième match. À partir de là, vous avez amorcé une remontée, gagné chacun des matchs, puis le dernier en prolongation. Et le dernier, justement, tu as accumulé 5 points dans ce match-là. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé dans votre équipe. Mais dans notre équipe, au début, c'était l'état d'urgence. 2 games qu'on perdait, 3-0 à la mi-temps. Donc, c'est sûr que là, on s'est dit qu'on n'avait plus le choix si on voulait continuer la saison qu'on a commencée. Donc, on est retourné sur la glace, puis on s'est dit, maintenant, on arrête de parler, il faut juste le faire. Donc, on a mis les mots du coach sur la glace. Tout ce qu'on devait faire, on l'a fait. On est remonté, puis ça a fait ça pour les 2 prochaines games. Les 2 games, on les a plutôt, on a plutôt bien suivi les mots du coach. C'était quand même l'objectif. On a confiance en elle, donc on s'est dit qu'on devait le faire pour elle et pour nous si on voulait y arriver. Donc, la dernière game, on gagnait 4-1 et sont revenus à 4-4. Donc, c'est vrai que c'était très intense cette game. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. C'est tombé de notre faveur grâce au dernier but en prolongation. Donc, on peut être heureuse. Puis maintenant, on pense à la suite avec les finales. Parce que là, votre finale va être contre les Titans de Limoilou. Je vais me permettre un retour en arrière un peu. Manon, bon, les gens l'auront peut-être compris en t'entendant parler. Tu es originaire de la France. Toi et Jade Barbirati, d'ailleurs, coéquipière et compagne sur le même trio. Ouais. Raconte-nous ce qui t'a amené à venir jouer ici, et particulièrement avec le cégep John Abbott. Qu'est-ce qui a fait que tu es parti de là-bas tout simplement et que tu as choisi de venir jouer ici? On va dire que c'était un rêve depuis toute petite. On sait que le Canada, c'est reconnu pour être le pays du hockey avec les États-Unis. Donc, c'est vrai que ça semblait logique pour continuer une carrière d'aller dans le pays où quand même le hockey est reconnu. En France, c'est un peu plus compliqué de se développer. C'est pas forcément le sport favori. Donc, c'est vrai que dès que j'ai eu de la chance d'avoir fini mes études en France, de pouvoir rejoindre une équipe au Canada, c'était vraiment ce que j'espérais. Et pourquoi John Abbott? Tout simplement, c'est que c'était une bonne équipe. Puis, on avait discuté un peu avec la coach avant. Elle était venue, elle avait regardé quelques games qu'on avait fait en France avec l'équipe de France. Puis, le Québec, ça reste quand même une partie où on parle français. Donc, comme ça, j'ai pu continuer à parler français tout en allant à un cégep anglophone où je peux améliorer mon anglais pour après une université, pourquoi pas américaine. Et là, l'année passée, tu étais là, tu as gagné un championnat et il est arrivé un peu ce qui risque d'arriver. Puis là, tu nous expliqueras un peu comment ça va se dérouler. Il y a les fameux championnats du monde de hockey qui se déroulent à peu près en même temps que les finales ici, ou en tout cas que les séries éliminatoires, là, dépendamment des dates. Et tu représentes l'équipe de France, tu fais partie de l'équipe de la France.
Donc, ça fait en sorte que tu vas devoir quitter pour aller représenter ton pays au même moment où peut-être la série finale ne sera pas terminée. Quand est-ce que tu prévois quitter, puis justement, comment ça se déroule tout ça, là, de savoir que vous êtes dans un moment vraiment clé de la saison, puis de l'autre côté, en même temps, un moment vraiment clé d'une carrière en général d'une hockeyeuse d'aller représenter son pays. Exactement, c'est 2 moments clés, là. Puis, j'ai pas beaucoup de chance que ça tombe en même temps, mais c'est comme ça. On fait avec. Pour l'instant, nos coachs sont encore en discussion pour les arrangements qu'on peut faire pour que j'arrive à quand même faire les deux à la fois. Notre championnat du monde commence quand même plus tard que les séries, donc je pense que c'est potentiel qu'on arrive à finir les séries, puis partir après pour le championnat du monde. Mais ça reste des arrangements entre nos 2 coachs qui sont encore lieu. Est-ce que vous avez la chance de pratiquer avec les joueuses de l'équipe nationale de France? Parce que ce que je comprends, en tout cas, de ce que j'avais l'impression, c'est que s'il y avait un 5e match ici, si la finale allait à la limite à 5 matchs contre les Titans de Limoilou, ça se terminerait le 19 et je pense que votre tournoi commence le 21. Est-ce que le fait de ne pas aller pratiquer avec les coéquipières de l'équipe nationale française, c'est un problème pour toi? Puis je pourrais te demander presque de parler pour Jade aussi en même temps, Jade Barbirati, qui est dans la même situation que toi. C'est sûr que ça serait un petit problème quand même, parce que le championnat du monde, c'est quand même quelque chose d'important si on souhaite remonter en élite cette année. Mais c'est vrai que la 5e game, même si je ne le souhaite pas que ça arrive jusque-là, elle est quand même importante aussi, parce que si on arrive en 5 games, ça veut dire que tout jouera sur la dernière. Donc, ça reste 2 choses importantes qui se font face. Donc, le choix, il se fera à ce moment-là, je pense. On verra déjà si on arrive en 5 games. Puis, on fera le choix, je pense, à ce moment-là. Et là, revenons justement à cette finale. Là, cette année, en fait, vous avez formé un trio extraordinaire. Quoi qu'il n'était pas moins extraordinaire l'année passée parce que vous jouiez avec Émilie Lucier, qui est quand même une joueuse hors pair, mais vous jouez, toi et Jade, en compagnie de Sienna D'Alessandro. Tu as accumulé 70 points cette saison. Et en séries éliminatoires, tu ne dérougis pas, là, comme j'ai dit, de 5 points au dernier match, mais une quantité impressionnante dans les autres aussi avant. Parle-moi de ce trio-là. Vous semblez, quand vous êtes sur la patinoire, complètement dominé. Vous semblez. Est-ce que c'est une chimie? Est-ce que c'est juste beaucoup de talent en même temps? Qu'est-ce qui explique cette qualité de jeu que vous êtes capable d'offrir match après match? Mais je pense que on a 3 caractères qui se complètent bien. En dehors de la glace, on s'entend vraiment super bien. On parle de tout. On connaît toutes chacune. Puis arriver sur la glace, c'est sûr que ça peut être qu'un plus. On a chacun nos points forts, chacune nos points faibles. Et on va dire que sur la glace, on se complète quand même bien aussi. Nos points faibles seront des points forts de l'autre. Donc, c'est sûr qu'arriver sur la glace, on se trouve, on sait où va être l'autre. Puis après, c'est une force de pratique aussi, de pratiquer ensemble, de jouer ensemble toutes les games depuis le début de l'année. C'est sûr que ça nous aide maintenant à savoir quand même, à connaître quand même plutôt bien les 2 autres joueuses avec nous. Donc, ça permet d'avoir du potentiel sur notre ligne quand même pendant les games. Et là, ayant été championne l'an passé, qu'est-ce que ça prend pour être championne encore? Est-ce qu'il y a. Bon, évidemment, vous n'affrontez pas la même équipe cette fois-ci, mais vous connaissez les Titans, vous les avez affrontés 5 fois cette année. Elles vous ont battu plus souvent que l'inverse, mais qu'est-ce que ça prend, c'est ça, pour aller chercher cette victoire? On sait tous que les games de série sont totalement différentes que les games de saison. N'importe qui peut battre n'importe qui, même si pendant la saison, c'était différent. Maintenant, on est arrivé au game contre les Titans de Limoilou. On sait qu'ils nous ont analysés, on les a analysés aussi, donc on verra bien la première game vendredi comment ça va se passer pour faire les ajustements pour la game de dimanche. Mais c'est sûr que la première game risque d'être mouvementée, on va dire, en connaissant nos 2 équipes et leur volonté de gagner ce championnat cette saison. Donc, on verra vendredi à la game. Est-ce que tu dis ça? Est-ce que tu t'attends à une. Je dirais pas une animosité, mais en tout cas une intensité particulière du fait de l'enjeu, peut-être, ou de comment ça s'est passé durant la saison? Non, je pense que ça a toujours été des games très intenses contre Limoilou, que ce soit physiquement ou. Les 2 équipes ont des stratégies différentes.
Donc, je pense que oui, la game va être intense et puis que pas des animosités, mais il risque d'avoir des conflits pendant la game. Et visiblement, avoir ton sourire, tu n'auras pas de problème à dealer avec ça. À quel point vous, là je dis vous, mais tu sais, il faut que tu parles pour toi, mais tu sais, je te mets dans le groupe avec les deux autres. Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression particulière à devoir produire des buts chaque match? Je sais que vous le faites très bien, mais est-ce que vous sentez que vous avez une partie des succès sur les épaules, particulièrement du fait que, bon, vous produisez la plupart des buts de votre équipe? Est-ce qu'une fois rendu à ce temps-ci de l'année, avec l'enjeu qu'il y a, est-ce que vous en mettez plus sur les épaules? Ben, je dirais pas qu'on en met plus sur nos épaules. On a chacune dans l'équipe des rôles différents. C'est sûr que là, notre rôle, c'est quand même de créer de l'offensive. Donc, on sait qu'arriver à chaque game, il faut qu'on crée de l'offensive, il faut qu'on essaie de donner de l'avance à notre équipe, même si dans l'équipe, tout le monde est capable de marquer et de mener l'équipe à la victoire. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à créer de l'offensive, mais je pense pas que ça mette non plus de la pression sur nos épaules. On garde quand même le fun en jouant au hockey, puis c'est fun de compter des buts, donc je pense qu'on va continuer comme ça. Est-ce qu'il te reste une autre année à John Abbott ou c'est ta dernière au niveau collégial au Québec? Non, il m'en restera une l'année prochaine. Il t'en restera une l'année prochaine. Est-ce que tu as déjà envisagé la suite après ou c'est pas réglé encore ou tu es encore en train d'évaluer les choses? Si, j'ai déjà envisagé la suite. J'ai commit à l'Université de Clarkson dans le début de la session. Comment ça s'est passé justement cette période, ou en tout cas en fait, ça marche par recrutement? Est-ce que c'est toi qui a visé Clarkson en particulier? Est-ce que c'est elles qui sont venues te voir? Est-ce que tu as envisagé même de rester dans les universités au Québec? Non, je souhaitais quand même rester, mais pas partir trop loin de Montréal non plus. Clarkson, ça reste quand même relativement proche. Donc voilà. Je souhaitais quand même partir dans une université anglaise pour continuer à performer sur mon anglais pour plus tard. Mais c'est vrai que j'avais envisagé possiblement d'aller à une université sur Montréal. Mais j'ai pris la décision de Clarkson vraiment pour l'anglais et pour les opportunités qu'il me proposait. Quand tu parles d'opportunités qu'ils te proposaient, est-ce que les installations, parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est spectaculaire comparativement à ce qui peut être offert ici, est-ce que ça joue un rôle dans notre décision quand on voit ça, on arrive là puis on voit tout l'environnement, disons, qui est offert? Mais oui, ça bien sûr. On va dire que les installations, ça fait rêver. Tu arrives dans une patinoire énorme avec je ne sais pas combien de places. Tu arrives dans le vestiaire, pareil. Les vestiaires, les salles de muscu, les affaires de récupération, tout ça. C'est vrai que ça joue dans les décisions quand même. Puis bon, je fais exprès, je vais de plus en plus loin. Est-ce que l'objectif ultime, c'est de jouer professionnel? Est-ce que c'est est-ce que tu as déjà envigagé tout ça ou tu es juste, écoutez, là, une chose à la fois, je vais finir ma saison, puis on verra après. Mais en même temps, un n'empêche pas l'autre, mais jusqu'à quel point, jusqu'où tu te vois là, avec le hockey? Exactement. Pour l'instant, je pense déjà plus à maintenant, puis déjà à l'année prochaine. Mais c'est vrai que jouer professionnel, je dirais pas non. Je dirais pas non plus que c'est dans mes objectifs, que si j'y arrive pas, j'aurais raté tout ce que je voulais dans le hockey. J'ai déjà fait ce que je voulais dans le hockey. Maintenant, c'est que du plus, je m'amuse. Puis genre, plus je peux aller loin, mieux c'est. Mais c'est vrai que si je peux jouer professionnel et peut-être pourquoi pas gagner ma vie, ce serait vraiment bien, mais c'est pas forcément non plus ce que je vise. Est-ce que ton expérience ici amène de plus en plus de Françaises à vouloir venir ici quand tu retournes justement jouer avec l'équipe nationale? Est-ce qu'il y a parce qu'il y en a déjà quelques-unes, pour plusieurs là, qui jouent, des Françaises qui jouent ici, mais est-ce que tu sens qu'il y a un engouement de plus en plus grand? Est-ce que tu attires toi-même des joueuses à dire ça vaut la peine de venir ici ou comment ça fonctionne? C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles en France qui nous disent comment vous trouvez-vous le Canada? Est-ce que vous vous plaisez? Est-ce que c'est positif de venir ici? Puis c'est sûr que nous, on leur répond que c'est l'une presque de nos meilleures décisions de notre vie.
on a totalement changé de vie pour venir ici, pour le hockey surtout, mais même pour nos études. Donc, je pense que si tu poses la question à toutes les Françaises qui sont venues ici pour le hockey et pour leurs études, elles vous répondront toutes la même chose, que c'était un de nos meilleurs choix de notre vie, qu'on se plaît ça ici, et puis genre qu'on va continuer, puis genre on conseille tout le monde d'essayer ça. Ça convient pas à tout le monde, il y en a qui peuvent rentrer chez eux et tout, mais c'est quelque chose à essayer, puis franchement, ça nous a plus porté bonheur à nous. Ben écoute, je suis très content d'entendre que ça te rend heureuse, parce que nous, ça nous rend heureux de te regarder jouer. Je suis aussi content de savoir qu'on va profiter d'une autre année à devoir évoluer avec les Islanders de John Abbott avant que tu partes vers les États-Unis. Mais avant d'aller là, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la finale. Et évidemment, que ça se termine assez tôt pour que tu n'aies pas à te tirailler entre jouer un match de finale ici ou repartir pour aller représenter la France. Merci beaucoup, Manon Lescodan. Et comme je dis, là, un plaisir de te regarder jouer. J'espère que les gens vont prendre le temps de le faire parce que ça vaut la peine. Vous êtes comme équipe spectaculaire à voir. Fait que, merci pour ces beaux moments. Puis merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci beaucoup à vous. Salut. Oui, encore moi. Je voulais juste vous dire, en finissant quand même, qu'il faut surveiller. Évidemment, on a parlé de hockey en masse. Ça commence vendredi soir pour tout ce qui est des matchs de collégial D1 féminin, masculin qui restent à jouer. Mais également, je vous invite à suivre ce qui se passe. On a les championnats de conférence au volleyball et au basketball D2 collégial. Basketball D2 dans la section nord-est, ça se passe à Chicoutimi et Jonquière. Basketball D2 dans le sud-ouest, ça se passe au cégep de Vanier. Ensuite, au volleyball nord-est, ça se passe à Sherbrooke. Et au volleyball, encore une fois, D2 sud-ouest, ça se passe à Montmorency. Donc, si vous avez une chance d'aller faire un tour dans ces différents endroits-là, prenez le temps d'y aller, ça vaut la peine, du bon sport, puis surtout l'occasion d'encourager des athlètes étudiants qui font du gros travail. Et j'ai dit athlètes étudiants, défaut de langage d'il y a quelques années. Étudiants athlètes, ce sont d'abord des étudiants, rappelons-nous toujours. Merci encore d'être là, merci de suivre Bulletin sportif. Parlez-en en même temps, tant qu'à vous promener dans les différents endroits du Québec pour les encourager. Parlez de Bulletin sportif, dites-leur de nous suivre eux aussi. Aux gens qui ne nous connaissent pas encore, on parle de vous le plus souvent possible. Donc, si vous nous aidez à transmettre la bonne nouvelle, ben, tant mieux, ça va aller plus loin, ça va voyager plus longtemps. Merci encore d'être là. Salut, bonne semaine.